Bonsoir et bienvenue dans le journal sur Télé Liban. Nous sommes ensemble pour passer en revue les principales informations de ce jour. Ce Liban qui a toujours occupé une place particulière dans le cœur des papes entre terre de message et de coexistence. De Paul VI à François, chaque visite pontificale a marqué un tournant dans l'histoire spirituelle et politique du pays, entre espoir et appel à l'unité. Alors que les Libanais attendent une nouvelle visite papale, retour sur ces moments qui ont marqué leur mémoire collective et durant lesquels le Liban a retrouvé foi et souffle d'espérance. C'est une relation vieille de plusieurs siècles entre le Liban et le Vatican, une relation faite de foi, de culture et de dialogue. Le Liban a accueilli au fil du temps 3 visites papales qui ont profondément marqué son histoire contemporaine. La première fut effectuée par Paul VI, qui fit escale à Beyrouth le 2 décembre 1964 sur son chemin vers Bombay. Paul VI a mis en exergue le rôle unique du Liban comme terre de pluralisme et de coexistence. Dans les années 1970, sa voix a résonné comme un avertissement. Le Liban doit rester un message, avant même que ce message ne devienne une formule célèbre sous Jean-Paul II. Par ailleurs, Paul VI manifesta publiquement sa sollicitude pour le Liban lors de la cérémonie de béatification de l'ermite maronite Cherb el-Makhlouf le 9 octobre 1977 et affirma « Votre Église est la gloire du Liban ». Mai 1977, le Liban sort lentement de la guerre civile. L'arrivée de Jean-Paul II est vécue comme un signe divin d'unité et de réconciliation. Devant des milliers de fidèles rassemblés à Beyrouth, Harissa et Jounieh, Jean-Paul II lance cette phrase devenue emblématique qui est restée gravée dans les mémoires. Le Liban est plus qu'un pays, c'est un message de liberté et un exemple de pluralisme pour l'Orient et l'Occident. Son exhortation apostolique, Une nouvelle espérance pour le Liban, considérée comme un texte fondateur pour l'unité nationale après la guerre civile, appelle à reconstruire le Liban sur les valeurs de coexistence, de solidarité et de foi. 15 ans plus tard, du 14 au 16 septembre 2012, c'est Benoît XVI qui foule le sol libanais pour le dernier voyage apostolique de son pontificat. Le pays traverse alors des tensions régionales liées à la guerre en Syrie. Le pape signe à Beyrouth l'exhortation Ecclesia in Medio Oriente et appelle à rejeter la violence au nom de la religion. Que les religions soient au service de la paix et non de la division, déclare-t-il devant les jeunes réunis à Pkirke. Sa visite est saluée comme un moment de réconciliation nationale, symbole d'unité entre chrétiens et musulmans. Le pape François, lui, n'a pas visité le Liban, mais il a multiplié les messages de solidarité envers un pays qu'il qualifie de phare d'humanité au cœur du Moyen-Orient. Après l'explosion du port de Beyrouth en 2020, il a appelé la communauté internationale à ne pas abandonner le Liban, envoyant à plusieurs reprises des représentants du Vatican pour soutenir le Liban dans la crise. Aujourd'hui encore, dans un pays en quête de stabilité, l'attente d'une nouvelle visite pontificale reste un symbole d'espérance et de renaissance spirituelle. Alors que le pays traverse l'une des pires crises de son histoire, effondrement économique, instabilité politique, tensions au sud, la visite du pape Léon apparaît comme un geste de solidarité internationale. Selon des sources au Vatican, le souverain pontife portera un appel clair. Protéger la coexistence, préserver le Liban et relancer le dialogue national. Une visite sous haute attente dans un Liban qui espère encore. De la religion à l'environnement. Aujourd'hui, le Liban marque sa journée nationale de l'environnement. Une occasion cette année plus que jamais de mesurer les défis écologiques d'un pays frappé par la guerre, les crises économiques et le changement climatique. Après le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, conclu le 27 novembre dernier, une évaluation environnementale a été engagée. Environ 15 millions de mètres cubes de décombres ont été recensés. Le ministère de l'Environnement a publié des lignes directrices sur leur gestion et prépare un plan visant à réutiliser une partie des matériaux tout en limitant les risques sanitaires.
Un travail est également mené avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, sur l'aménagement durable du territoire dans plusieurs zones du Sud afin d'intégrer les critères environnementaux dans la reconstruction. Le Liban a proposé et obtenu l'adoption d'un texte auprès de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IUCN, sur la restauration des écosystèmes touchés par la guerre, une reconnaissance des dégâts subis par les forêts, les sols et les ressources hydriques. La gestion des déchets solides reste l'un des dossiers les plus sensibles. La stratégie nationale a été actualisée et une autorité nationale de gestion des déchets a été nommée, mais plusieurs régions restent dépourvues d'infrastructures adéquates. Concernant la qualité de l'air, quelques stations ont été réhabilitées et une nouvelle installation est prévue à Beyrouth pour fournir les données publiques. Une circulaire impose également aux propriétaires de grands générateurs de soumettre des rapports techniques. Sur le plan maritime, le Liban a signé la nouvelle Convention internationale de l'ONU sur la biodiversité en haute mer, un texte qui vise à mieux encadrer l'exploitation des zones océaniques. Des mesures certes louables, mais qui peinent toujours à porter leurs fruits, alors que l'environnement, lui, ne peut plus attendre. En cette journée nationale de l'environnement, le Liban se trouve face à un constat. La pression sur ses ressources naturelles s'accentue, tandis que les réformes et projets avancent à un rythme variable. Dans un contexte instable, la question environnementale demeure un enjeu central pour la santé publique et la reconstruction du pays. Donald Trump a offert au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman une réhabilitation totale, assortie d'accords majeurs sur le nucléaire civil, les F-35 et l'intelligence artificielle. Une visite ultra-protocolaire et profondément stratégique, malgré la controverse persistante autour de l'affaire Khashoggi. À Washington, Donald Trump déroule le tapis rouge pour Mohammed bin Salman, scellant une réhabilitation diplomatique spectaculaire du prince héritier saoudien. Avec cette visite, le président américain confirme le statut de l'Arabie saoudite comme allié majeur non membre de l'OTAN, une distinction qui ancre durablement le partenariat stratégique entre les deux pays. Trump donne aussi son feu vert à la livraison future de F-35, les avions de combat les plus avancés au monde, une première au Moyen-Orient, hors Israël. Riyad et Washington ratifient également un accord historique sur le nucléaire civil, ouvrant la voie à des dizaines de milliards de dollars d'investissement sur plusieurs décennies, avec des garanties de non-prolifération. Autre pilier de cette visite, l'intelligence artificielle. L'Arabie saoudite obtient l'accès à des technologies américaines de pointe, un domaine essentiel pour la diversification économique du royaume. Mais Washington insiste, ces systèmes devront rester à l'abri de toute ingérence étrangère, notamment chinoise. En contrepartie, Mohammed bin Salman promet d'augmenter les investissements saoudiens aux États-Unis, les portant à 1 000 milliards de dollars. Sur la normalisation avec Israël, en revanche, le prince temporise. Riyad se dit prêt à rejoindre les accords d'Abraham, mais seulement si un chemin crédible vers un État palestinien est garanti, une ligne rouge qu'Israël refuse toujours. La visite a aussi ravivé la controverse Khashoggi. Interrogé, Donald Trump a défendu sans réserve le prince héritier, affirmant qu'il n'était au courant de rien au moment du meurtre de journalistes en 2018. Entre défense, énergie et technologie, cette visite marque un tournant dans l'alliance américano-saoudienne, une alliance stratégique, assumée, malgré les zones d'ombre qui continuent de peser sur l'image du prince héritier. Les négociations entrent dans une phase décisive à la COP30 de Belém. Face au blocage persistant, les diplomates brésiliens ont basculé la conférence en mode nuit, dans l'espoir d'arracher un premier accord avant le retour du président Lula, attendu pour peser personnellement sur les discussions. Entre ambition climatique, tensions commerciales et bataille sur le financement, la dernière ligne droite s'annonce intense. Dans les pavillons de la COP30, la journée ne s'arrête plus à la tombée de la nuit. Depuis lundi, les négociateurs travaillent sans relâche. Réunions prolongées, consultations improvisées, couloirs bondés. La présidence brésilienne a clairement accéléré le rythme. Le Brésil veut faire de cette COP la première en Amazonie, une réussite politique totale, et pour cela, un atout majeur, le retour du président Lula. Un geste rare pour un chef d'État qui avait déjà inauguré la conférence. Son message prouvait que le monde peut toujours coopérer malgré les tensions géopolitiques.
Mais sur les terrains des négociations, les désaccords restent vifs. Les Européens des pays d'Amérique latine et de nombreux États insulaires poussent fermement pour un engagement concret vers la sortie progressive des énergies fossiles. En face, les grands producteurs de pétrole gardent le silence et leur ligne rouge. Autre sujet explosif, la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, que la Chine et plusieurs pays du Sud jugent protectionnistes. Bruxelles refuse catégoriquement d'en discuter dans ce cadre. Le financement climatique divise lui aussi. Les pays en développement réclament des engagements renforcés, mais les nations riches rejettent toute promesse jugée irréaliste. Pour tenter de réunir tout le monde, la présidence brésilienne a proposé un projet de compromis. En Amazonie, la COP30 joue maintenant contre la montre et contre les divergences du monde entier. À l'occasion de la Semaine mondiale du bon usage des antimicrobiens se profile une menace invisible mais bien réelle, la résistance aux antibiotiques, un phénomène qui rendra des infections banales, mortelles. Quels sont les risques et surtout, comment y faire face? Depuis près d'un siècle, les antimicrobiens ont révolutionné la médecine. Ils ont allongé notre espérance de vie et sauvé des millions de personnes. Mais ce progrès majeur est aujourd'hui menacé par un phénomène silencieux et pourtant bien réel, la résistance aux antimicrobiens. Les micro-organismes ou parasites deviennent alors plus difficiles à traiter. La résistance aux antimicrobiens ou RAM figure désormais parmi les 10 plus grandes menaces mondiales pour la santé publique selon l'Organisation mondiale de la santé. En cause, des processus naturels comme la sélection naturelle ou le transfert de gènes, mais surtout l'usage excessif et inapproprié des antibiotiques, amplifié notamment durant la pandémie de Covid-19. Résultat, des infections autrefois bénignes deviennent difficiles à soigner. Certaines bactéries, comme le Staphylococcus aureus, résistant à la méticilline, qui peut causer des vomissements, des gonflements, des sécrétions de pus, ou certaines souches d'E. coli qui sont devenues de véritables superbactéries. Le Center for Disease Control and Prevention américain estime que la RAM cause des millions de décès chaque année. Face à l'urgence, les scientifiques redoublent d'efforts. Séquençage génétique, développement de nouvelles molécules, thérapie par phage, ces virus capables d'infecter uniquement les bactéries. Autant de pistes pour maintenir une longueur d'avance. Mais la lutte ne se gagne pas qu'en laboratoire. Elle commence aussi dans nos gestes quotidiens. Il faut suivre exactement les prescriptions, ne pas acheter d'antibiotiques sans ordonnance, ne jamais utiliser ceux d'une autre personne et ne les prendre que contre des infections bactériennes. Individus, cliniciens, chercheurs, chacun a un rôle à jouer. Avec plus de sensibilisation, un usage responsable des antibiotiques et des politiques de santé adaptées, la résistance aux antimicrobiens n'a pas à devenir la prochaine grande crise sanitaire. Et en note finale, au large de l'île grecque Spetses, des plongeurs mènent une bataille silencieuse contre les filets fantômes, ces filets de pêche abandonnés qui étouffent la mer Égée. Une pollution invisible mais dévastatrice qu'on tente d'éradiquer filet après filet. Au pied de l'île de Spetses, dans la mer Égée, un combat se joue sous la surface. Un combat discret, mais vital pour la biodiversité marine. Ces plongeurs sont à la recherche d'un ennemi invisible, les filets fantômes, des filets de pêche abandonnés qui se déposent au fond de l'eau, se coincent dans les rochers et continuent de piéger la vie marine pendant des années. Accrochés aux coraux, ces pièges mortels étouffent les éponges, blessent les tortues, étranglent les poissons et finissent par se fragmenter en microplastiques. Selon un plongeur bénévole, ces filets restent actifs longtemps. Ils continuent de tuer. Notre objectif, c'est de libérer les récifs et de réduire la pollution. L'opération est longue et minutieuse. Il faut découper, démêler, soulever parfois plusieurs kilos de nylon gorgés d'eau. En 7 ans, l'association Aegean Repress a retiré plus de 35 tonnes de filets fantômes et de déchets marins dans les eaux grecques. Une goutte dans l'océan, mais une goutte indispensable. Un membre de l'association constate « Nous ne faisons pas qu'enlever des déchets, nous restaurons un écosystème qui respire à nouveau ». À Spetses, chaque filet retiré est une zone de vie qui renaît, une manière aussi de rappeler que la Méditerranée est l'une des mers les plus polluées du monde et qu'elle a besoin d'actions concrètes. Une plongée après l'autre, les bénévoles veulent redonner à la mer Égéenne son souffle bleu, une urgence écologique et un engagement citoyen devenu indispensable. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux francophones. À très bientôt.